Donc, aujourd'hui, on va vous parler de cartographie dans un système de supervision, donc ce qu'on appelle le GeoSCADA. On en parle depuis une quinzaine d'années, mais donc ça met un certain temps à se développer. Mais c'est un sujet qui suscite désormais beaucoup d'intérêt. Et on va montrer comment, en fait, Panorama peut vous aider sur ce sujet. Alors voici comment va se dérouler la présentation. On va d'abord se présenter rapidement, puis ensuite on vous présentera Codra. On fera ensuite un cadrage général autour du sujet, puis on montrera comment on met en place un GeoSCADA avec Panorama notamment. Donc ça, ce sera la partie démonstration. On aura ensuite une partie qui sera plutôt dédié donc au cas d'usage. Une fois le GeoSCADA mis en place, on va développer en fait quelques cas d'usage. Donc ça, ce sera plutôt la partie autour des références. On veut que ce webinaire soit le plus dynamique possible. On va vous poser des questions. Pour ceux qui étaient déjà là au webinaire gestion des astreintes il y a 6 mois doivent s'en souvenir. Donc il y aura un affichage normalement à droite de votre écran, c'est le module Slido. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez répondre directement dans le chat. Alors, on se présente. Christophe, je t'en prie. Oui, bonjour Charles. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Christophe Milot. Je fais partie du service client et plus précisément donc dans l'équipe des experts. Je suis basé à l'agence du BARP, donc au sud de Bordeaux, et je m'occupe principalement de la région sud-ouest. Voilà, donc j'ai plusieurs missions. Je peux intervenir aussi bien en avant-vente qu'en après-vente. Donc en avant-vente, j'accompagne les commerciaux quand ils ont besoin d'un appui technique. Et puis en après-vente, surtout chez les clients et intégrateurs, pour les aider à utiliser au mieux la solution Panorama. Donc que ça soit dans des études, dans du maquettage, dans des développements spécifiques. Voilà, je peux les accompagner. Voilà. Eh bien, merci Christophe. Donc, à notre tour de nous présenter. Donc, nous sommes Julien et Charles. Nous travaillons chez Codra au sein de l'équipe marketing. On représente le pôle produit. Donc, notre mission chez Codra, c'est d'expliquer le fonctionnement technique de la suite Panorama pour mieux traduire sa valeur ajoutée auprès des clients finaux et des intégrateurs. Donc, je laisse Julien se présenter. Merci Charles. Eh bien, bonjour à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Julien Gallon. Je travaille au marketing produit chez Codra depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. J'ai une formation d'automaticien à la base et mon activité gravite autour de la partie produit. Donc tout ce qui va être mise en œuvre des solutions, utilisation du produit, la partie technique, donc tout ce qui gravite autour des webinars et des démonstrations. Parfait. Merci Julien. Donc, quant à moi, donc, je suis Charles Tabat. Je suis le versant marketing du marketing produit. Donc, moi, j'ai plutôt un parcours commercial et marketing et je suis responsable du discours. C'est moi qui vais créer le discours et qui ensuite vais l'activer auprès des différents contenus qu'on va développer au sein de l'équipe. Voilà. Donc, les intervenants présentés, on va vous faire une petite présentation de Codra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes Codra, on est une société spécialisée ton son, Charles. dans l'informatique industrielle. Ton son est un peu faible. Attendez, on me dit que le son est un peu faible. Ouais. Ah, déjà, un petit peu plus. Peut-être que là maintenant vous m'entendez un peu mieux. Excusez-nous. Donc, nous sommes une société spécialisée dans l'informatique industrielle. On existe depuis 35 ans. On a un acteur donc historique de ce marché. Nous sommes une société familiale basée à Massy dans l'Essonne. On est 100% français en termes de capital, en termes de R&D, mais on a un développement commercial à l'international, notamment dans toute l'Europe ainsi qu'en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on va plutôt axer sur Panorama, donc sur la partie effectivement produit, mais on a aussi un département ingénierie qui, lui, va faire du développement à façon pour différents clients en France et à l'étranger. Voilà. Donc, passer les présentations, on va maintenant entrer directement dans le vif du sujet avec la première partie, donc le cadrage.
Tout d'abord, je pense qu'il est important de définir le terme principal. Alors le GeoSCADA, donc là on a mis une petite définition, donc c'est l'intégration d'un système d'information géographique dans un système de supervision qu'on appelle SCADA en anglais. Donc qu'est-ce qu'un SIG, qu'est-ce qu'un SCADA? Un SIG, tout simplement, c'est un système qui collecte, qui stocke, qui affiche et qui modélise des données géographiques. Et le SCADA, c'est un système qui est plutôt dédié à la surveillance et au pilotage centralisé des équipements. Donc c'est le cœur de métier de notre société Codra. Il y a plusieurs orthographes possibles. Voilà, nous, on a choisi de séparer les deux mots et de garder les majuscules sur le mot SCADA. Si on fait un peu d'histoire, le GeoSCADA s'est apparu au tournant des années 2010 et il connaît une forte accélération depuis quelques années avec le développement de la technologie Edge. On a une meilleure scalabilité, une meilleure gestion des données et ça permet aussi de réduire les coûts. Voilà, donc pour une définition générale, je pense, voilà, il y en a certains qui la connaissent bien, mais c'est important pour nous de cadrer le sujet et de dire voilà, ce dont on parle aujourd'hui. Donc, à partir de cette définition, comment on peut situer le GeoSCADA, son rôle par rapport au reste de la cartographie numérique? Alors, la cartographie numérique, on va en avoir, on en a de trois types. Donc les applications de cartographie, le SIG et le GeoSCADA. Donc il faut bien faire la différence entre ces différents systèmes, car leur mission est propre. On va avoir tout d'abord les applications de cartographie. Les applications de cartographie, c'est ce qui est le plus connu, et ce qui est le plus connu du grand public notamment. Ça va être les OpenStreetMap, les Google Maps. Donc eux, ils ont plutôt une valeur consultative. Grâce à eux, on va pouvoir trouver des endroits, consulter des données. On a ensuite le SIG, le système d'information géographique. Donc là, on va plutôt pouvoir ajouter des données sur un système de cartographie. Donc là, par exemple, intégrer un répertoire d'adresses issu d'un tableur pour localiser de multiples points. C'est ce qu'on appelle du batch géocoding. Et ensuite, on a le GeoSCADA. Donc là, son objectif, c'est de réaliser un travail de supervision au moyen de la cartographie. Voilà pour les trois missions. Par ce rôle, le rôle du GeoSCADA, on commence quand même à percevoir les atouts de ce système pour une supervision, parce qu'on voit des synergies intéressantes. Le premier, c'est le contexte. C'est apporter un contexte géographique à la supervision. On travaille sur des installations physiques, souvent distantes. Donc il est essentiel d'utiliser la cartographie aujourd'hui. Ensuite, on a la maintenance. On va permettre de l'optimiser. L'idée, tout simplement, c'est de savoir où sont les équipes et d'envoyer tout simplement l'équipe ou le technicien le plus proche. Ensuite, on a la navigation. C'est une nouvelle manière d'utiliser une application de supervision. On peut se déplacer dans la carte, mais pas que. Ce qui est très intéressant aussi, c'est l'interactivité, c'est-à-dire les allers-retours entre la carte et potentiellement des listes, des arborescences pour sélectionner les différents marqueurs qui vous intéressent. Et enfin, la multiplicité. Aujourd'hui, le SCADA, on n'est plus sur la supervision, mais on est sur de l'hypervision. Donc l'idée, c'est de faire le lien entre les différentes supervisions, entre les différents sites. Et ça, forcément, la cartographie va être intéressante. On va vous montrer quelques cas d'usage dans la dernière partie par rapport à ça, quelques illustrations. Pour nous, le GeoSCADA, c'est une des grandes fonctionnalités d'avenir pour une supervision et c'est pour ça qu'on l'a inclus par défaut dans Panorama E2. Si vous achetez des licences Panorama E2, vous allez avoir directement les fonctionnalités GeoSCADA. Donc avant d'aller plus loin, on a défini le GeoSCADA, son rôle, son intérêt. Il est nécessaire d'aborder quelques termes techniques et je vais laisser Christophe vous présenter ceci. Oui, donc on vous a préparé un petit lexique sur 2 pages en reprenant quelques termes que l'on va rencontrer dans le domaine de la cartographie. Donc le SIG, Charles en a parlé. Cartographie, donc voilà, c'est la science et l'art de représenter une surface sur une carte. Principalement, les cartes, donc c'est une représentation graphique. Donc il y a différents types de cartes, les cartes routières, les cartes de topographie, les limites administratives. Enfin, vraiment, il existe beaucoup de types de cartes. Voilà.
Généralement, dans un système informatique, les cartes, elles sont découpées, elles sont divisées en tuiles. On verra ça par la suite. Donc, tile en anglais, voilà. Et une façon, par exemple, d'y accéder, ce sont via une URL, par exemple, donc des tuiles X, Y, Z. Donc, Z étant le niveau de zoom et XY étant la coordonnée. Voilà. Donc, si on passe à la page suivante, s'il te plaît, Charles. Julien. Voilà, la deuxième page. Voilà, donc comment aller chercher des cartes? Eh bien, via des protocoles standardisés. Voilà, donc il existe différents types de protocoles. On va trouver WMS, WMTS principalement. Donc, ces deux protocoles permettent de récupérer des tuiles, justement, donc pour représenter les cartes. WFS, c'est un petit peu à part. On va pas récupérer des tuiles, mais surtout des informations. Voilà. On va rencontrer le terme WGS84. Pourquoi? Parce que donc c'est un système de référence. Voilà, c'est le système de référence le plus utilisé, tout simplement parce que c'est le système de référence des positions utilisé par le GPS. Voilà. Donc là, on va avoir des latitudes, des longitudes. Voilà. Alors, il existe plein d'autres systèmes de référence et de projection, voilà, mais c'est le plus utilisé. KML, donc ce sont plutôt des fichiers donc au format XML qui peuvent donc spécifiquement représenter des informations, que ce soit des marqueurs ou des formes géométriques. Voilà, Julien va nous faire une démonstration des fichiers KML. Voilà. Et puis ArcGIS, ArcGIS c'est plutôt donc une suite logicielle développée par Esri. Voilà, c'est un des leaders mondiaux dans le domaine. Merci, merci Christophe. Alors, juste avant ça, j'ai vu que quelqu'un avait levé la main. Je suis désolé, j'ai oublié de vous préciser qu'il y aura un moment pour les questions-réponses à la fin de la présentation. Donc à ce moment-là, on pourra échanger directement. Il n'y a aucun souci. Donc ce sera vers la fin, vers 11h45. Vous allez avoir un temps pour échanger soit directement via le chat, soit directement en posant la question. Voilà. Bah écoutez, merci Christophe. Donc les termes étant posés, on peut passer directement à la mise en place du GeoSCADA. Donc comme tout projet informatique, mettre en place un GeoSCADA, c'est faire des choix de configuration. De notre expérience, de ce qu'on a vu chez nos clients, chez nos partenaires, on peut classer ces choix en deux catégories, la partie cartographie et la partie technologie. Donc, pour le choix de la cartographie, il y a à la fois la base cartographique et les couches. C'est important de bien différencier ces deux éléments, tout simplement parce que l'information cartographique, elle peut souvent remplir le rôle de l'un ou de l'autre. Sur un projet A, on aura une carte 1 qui sera plutôt une base et la carte 2 qui sera une couche. Et potentiellement sur un projet B, ce sera l'inverse. Ce sera la carte 2 qui sera à ce moment-là la base cartographique et la carte 1 la couche. Donc tout va dépendre en fait, comme toujours, de votre besoin, de ce que vous avez envie de faire. Et ces différentes cartographies, eh ben, il va falloir s'interroger sur le mode d'accès, sur la pérennité de l'information, sur sa lisibilité, combien de couches vous souhaitez mettre. Il y aura aussi une question de prix. Il va y avoir des services qui sont gratuits, qui sont payants. Ensuite, on a la partie technologie. Donc là, c'est une question de savoir quel est le niveau de performance qui est souhaité et forcément lié à ça, là aussi, la question de prix. Donc on va détailler, on va vous faire un petit benchmark, une petite comparaison des différents services liés dans quelques instants dans la deuxième partie. Voilà notre point de vue sur la mise en place d'un GeoSCADA. Maintenant, on souhaite connaître le vôtre. Donc c'est le premier sondage avec cette question. Donc normalement la question va s'afficher dans le module Slido qui est à droite de votre écran. Vous allez pouvoir répondre en texte libre. Donc je donne la question. Lors de la mise en place d'un GeoSCADA, quels sont les points d'intention que vous avez pu identifier? Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos enjeux, vos difficultés, vos objectifs, même des questions si vous en avez déjà. Voilà, on va vous laisser une trentaine de secondes pour avancer sur le sujet.
Connexion mise en place, l'interfaçage. Donc les enjeux posés, on va pouvoir passer à la deuxième partie, les démonstrations. Donc, dans cette partie, on va construire un GeoSCADA, puis présenter un module complet de GeoSCADA. Donc on va avoir deux démonstrations distinctes et on reviendra aussi, comme je l'ai dit juste avant, sur les éléments de configuration avec une petite comparaison. Donc, mise en place d'un SIG dans une supervision. Donc, cette première démonstration, on va la faire là aussi en deux étapes. On aura une présentation des fonctionnalités principales présentes dans Panorama. Donc là, ce sera voilà, quelque chose de plus général. Et une démo un peu plus technique où là, on va créer un GeoSCADA avec Panorama Studio, qui est l'environnement de développement de Panorama. Et on va le faire sans script en quelques minutes. Voilà, donc je vais laisser la main à Julien. Très bien. Tu as réactivé ton son. Eh bien, on va partir sur une démonstration. Merci Charles. Donc, je vais commencer par partager mon écran, qui est celui-ci. Voilà, vous me dites quand c'est OK en rebouclage. OK. Donc vous l'aurez reconnu, hein, pour ceux qui connaissent déjà Panorama, je m'appuie sur la démonstration standard livrée avec Panorama E2. Donc sur cette démonstration, je vais reprendre les différents scénarios, illustrations faites en GeoSCADA. C'est une bonne source d'inspiration pour construire vos propres éléments. Et bien sûr, j'ai ajouté quelques éléments avec l'aide de Christophe pour illustrer davantage les fonctionnalités et différentes sources. Donc tout d'abord, le contrôle. Le contrôle est un contrôle Panorama. Alors pour certains, ça ne va pas forcément parler, donc je vais expliciter un petit peu plus. On a un contrôle donc, qui est un contrôle incrustable qui permet d'interagir via l'utilisateur, mais aussi via l'environnement Panorama. C'est-à-dire que les autres contrôles, l'ensemble de l'application peut interagir sur cet élément pour afficher, masquer certaines options, filtrer par exemple certains marqueurs. Si je veux filtrer par exemple le marqueur Est, eh bien je vais avoir l'agence Ouest, Est et Sud-Est. Tout simplement. Je peux aussi interagir au travers de commandes, c'est-à-dire demander un comportement particulier au contrôle. Là, je vais zoomer sur la cartographie, par exemple du côté de la Suisse, et je vais mémoriser cette zone affichée. Donc je demande au contrôle de mémoriser cette zone, et plus tard, je peux par exemple y revenir. Ici, on est sur une base cartographique OpenStreetMap. Comme l'a expliqué tout à l'heure Charles et Christophe, les sources de données peuvent être multiples. Le contrôle, lui, s'appuie sur des comportements OpenStreetMap, mais les contenus cartographiques affichés peuvent venir de différentes sources. On va le voir juste après. Ensuite, les marqueurs qui sont placés sont tout simplement des images. Des images avec une transparence format PNG. On peut regrouper les marqueurs, comme on peut le voir ici. On a deux sites qui sont regroupés, dont un qui est en alarme. Et on peut associer, bien sûr, différents types de marqueurs, donc qui sont tout simplement des images distinctes en fonction du comportement ou de la dynamique des propriétés du marqueur. Donc on peut associer n'importe quel visuel à un marqueur. Les informations sont filtrées en fonction, bien sûr, d'un champ texte qui n'est pas forcément celui du nom du marqueur. On le verra juste après. Une deuxième illustration, si je fais un clic droit sur le marqueur, je vais avoir une pop-up qui s'affiche dans mon contrôle. Cette pop-up est entièrement liée au contrôle. Cette pop-up, c'est un champ texte qui est affiché. S'il est au format HTML, il le met en forme. Si vous ne savez pas mettre en forme du HTML, vous pouvez directement ou indirectement afficher aussi une pop-up au format Panorama. Là, pour le coup, cette pop-up Panorama n'est plus liée au contrôle puisque c'est un contenu Panorama. C'est peut-être plus facile pour vous à mettre au point. En termes d'utilisation, le contrôle permet aussi donc, de récupérer le marqueur sélectionné et les différentes actions qu'on peut lui associer. Donc, par exemple ici, j'acquitte mes alarmes sur mon site, qui directement renvoie les informations à l'environnement Panorama qui va traiter cette commande. On va fermer ça. Hop. On va aller visualiser une autre cartographie. Donc là, je suis toujours sur une cartographie de type OpenStreetMap, mais je m'appuie sur un système de coordonnées XYZ décrit précédemment par Christophe sur mon propre poste. C'est-à-dire que les images, les tuiles, sont sur mon poste.
Alors je n'ai pas la totalité du monde entier sur mon système cartographique. J'ai un tout petit parti d'un SIG. Par exemple, si je vais zoomer à nouveau sur la Suisse, ben là je n'ai pas de profondeur Z sur mon zoom. Je n'ai que par exemple la région parisienne et londonienne pour avoir davantage de détails. Donc ça permet de sélectionner en embarqué une certaine quantité d'informations en lien spécifiquement avec les zones sur lesquelles je travaille. Ici j'ai choisi une autre interaction avec mon marqueur, c'est d'afficher dans la partie droite de ma vue de supervision, de mon SCADA, des détails liés à la sélection faite dans le contrôle GeoSCADA. Une autre illustration, c'est l'utilisation d'une carte géoréférencée. Donc j'ai une carte sous forme d'image, c'est une grande image avec une certaine précision qui va donner la limite de mon système cartographique sur mon plan, et cette image est géoréférencée. Donc je lui associe des coordonnées, et par-dessus, je peux par exemple placer des marqueurs avec des coordonnées GPS qui peuvent se déplacer. Donc, par exemple, ici, on a illustré 2 bateaux, avec leur navigation, leur déplacement sur une petite image qui représente une partie de la rade de Brest. Une autre et première animation sur cette cartographie, c'est je reprends les éléments de navigation de mes bateaux, par exemple avec sa vitesse, son cap, ses éventuelles pannes, ses alarmes, ses avaries, etc. Mais je les contextualise dans une autre source de données qui n'a rien à voir avec Panorama, qui vient d'Internet, qui est par exemple l'animation des précipitations sur les 12 dernières heures. Et donc, par un jeu d'animation de mes calques, je vais pouvoir animer l'ensemble des précipitations sur la région. Bien évidemment, ces services aujourd'hui sont disponibles, quid de ces services gratuits qui seraient disponibles ultérieurement, donc de la pérennité, comme on le verra tout à l'heure dans les descriptions de Charles. Voilà pour cette première partie d'illustration. Maintenant, on va voir comment c'est fait dans Panorama, c'est-à-dire on va partir de rien et on va construire une petite cartographie avec la mise en forme de différents marqueurs. Donc pour cela, je passe dans l'application Panorama Studio. Donc Panorama Studio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie construction des applications, des projets Panorama. Donc on l'a vu dans notre partie GeoSCADA, ici dans notre démonstration, on avait des bateaux, on avait des sites qui sont représentés, donc des agences Codra dans le monde, et nous avons aussi des stations, des métros, des stations de gare et de RER en région parisienne. Donc ce sont les éléments les plus simples en termes de marqueurs que nous avons dans Panorama. Donc ils ont un nom, ils ont des coordonnées, donc là ils sont statiques, ce sont des éléments qui ne se déplacent pas. Ils ont éventuellement une icône, donc un visuel qui permet de les identifier de manière unique, des informations contextuelles qui permettent de préciser des choses dans le contrôle GeoSCADA. On en parlera tout à l'heure, on a un petit KML associé à chacun de ces marqueurs, une catégorie, un petit peu comme pour les catégories d'Alain, pour ceux qui connaissent Panorama, qui permet d'associer un certain filtre, une certaine représentation aussi, un style, sur les différents marqueurs. Et le texte associé à ce marqueur qui permet de filtrer indépendamment du libellé ou d'informations complémentaires. La priorité, par exemple, on peut associer une synthèse d'alarme à la priorité des marqueurs qui me permet d'identifier des alarmes présentes selon les gravités sur le site et donc d'informer le GeoSCADA de ces informations. Donc on a vraiment un mix entre des coordonnées pratiques liées au GeoSCADA et des choses vraiment spécifiques du SCADA sur par exemple des alarmes. En pratique, donc, on va créer un contrôle dans Panorama. Donc j'ai un contrôle GeoSCADA, je vais afficher une carte, on va l'appeler map. Ce contrôle, il a une représentation, donc je vais pouvoir l'incruster dans ma vue, lui donner une taille et une position qui correspond à mes besoins. Ce contrôle va avoir des caractéristiques, des propriétés, comme tous les composants Panorama, comme tous les objets Panorama. Donc on l'a vu tout à l'heure, des petites cases à cocher qui peuvent être interactives dans l'environnement d'exécution. On va associer par exemple un base filter texte, qui comme d'autres objets Panorama possède 2 niveaux de filtre, un niveau applicatif qui permet de scinder, de centrer l'information sur une chose, et un deuxième qui serait pour par exemple l'opérateur pour aller faire des recherches complémentaires. Donc je voudrais que cette base filter m'affiche que les éléments liés à mes stations. On l'a vu tout à l'heure, mes stations elles ont
une catégorie qui sont stations. On verra tout à l'heure, on a un petit marqueur en plus de test pour illustrer des choses. Là, je voudrais juste afficher mes éléments stations. Donc, je vais avoir mes éléments stations qui vont être affichés dans cet élément-là. Ensuite, je voudrais associer ces marqueurs à un style, une mise en forme. Je ne vais pas avoir pour mes 5000 marqueurs une association d'une icône propre. Je vais m'appuyer aussi sur les styles de mes stations pour bien, donner une icône, une représentation assez générique. On va appeler ça station style par exemple. Donc dans mes styles, pour mes géomarqueurs, je vais lui afficher une icône. Donc l'icône, c'est une icône que j'ai dans le répertoire de mon projet Panorama, hein, qui est ici, hein, donc, pour notre webinaire d'aujourd'hui. Et je vais, par exemple, chercher à avoir l'icône station site, là, et j'en aurai un deuxième pour la mise en alarme. .png. Je voudrais que l'association de mon marqueur soit au milieu en coordonnées X et en bas en coordonnées Y, qui me permet de positionner, quelle que soit la forme de mon marqueur, l'apparence de mon marqueur, la coordonnée exacte de mon emplacement. Je vais le mettre légèrement transparent, 80%, et puis je vais laisser ces caractéristiques-là par défaut. Je vais juste associer donc les catégories à station. Je peux donner une liste, hein, si j'ai plusieurs catégories différentes, ben, je les sépare par un point-virgule. Et la priorité, ben, c'est les priorités de 0 à 0, donc uniquement les marqueurs sans alarme. Je vais associer un marqueur en alarme à ces mêmes catégories, donc je copie-colle ce style, je vais lui demander d'afficher l'image alarme, qui est donc cette mise en forme avec une alarme, quelque chose qui est plus rouge, plus visible. Je vais le faire grossir légèrement sur ma cartographie et je vais le mettre complètement opaque pour le mettre en évidence sur mon système. Le libellé, je vais l'écrire en blanc sur fond rouge, ce qui permettra aussi de le voir de manière plus précise et immédiate. Voilà, les autres caractéristiques de ma cartographie, pour l'instant, je ne les ai pas changées, je vous ferai une petite illustration tout à l'heure. Donc en pratique, je vais avoir un système cartographique qui va reprendre les marqueurs uniquement des stations et les mettre en évidence quand je vais avoir une alarme. Donc je rebascule sur ma démo, je vais afficher cette nouvelle vue de mon GeoSCADA. Donc j'ai quelque chose de relativement simple, un coordonnée par défaut c'est 0, donc je me retrouve au milieu de l'océan l'océan Atlantique, pardon. Et là je vais commencer à trouver les différents sites que j'avais installés sur ma cartographie. Alors, je vais simuler de manière très simple une alarme sur mon GeoSCADA. Donc je vais mettre tout simplement, par exemple, on ne voit pas très bien, hop, la gare de Lyon, hop, avec l'explorateur d'application, donc il permet de visualiser l'ensemble des propriétés en exécution de mon application. Je vais mettre une priorité à 1, là par exemple sur la gare de Lyon. L'alarme passe à 1 et j'ai un petit défaut, je n'ai pas trouvé le marqueur. J'ai dû faire une petite faute d'orthographe sur la saisie, ce n'est pas bien grave. Voilà, pour la première démo, ce sera tout. Je vais repasser la main à Charles pour la suite. Eh bien, merci Julien. Je vous repartage de suite mon écran. Voilà. Hop. Donc merci Julien pour cette démonstration. Alors, est-ce que ça vous semble simple d'utilisation? N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Donc avant de réaliser la deuxième démonstration, on va revenir sur les éléments de configuration abordés à la fin de la première partie et je vais laisser la parole à Christophe. Oui, donc je vais un petit peu vous décrire ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait une cartographie et savoir d'où viennent les cartes. Voilà, donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'on va utiliser des services en ligne ou pas? Donc est-ce qu'on veut travailler avec des cartes hors ligne ou des services en ligne? Alors quand je dis en ligne, là on voit qu'il y a Internet requis, mais ça pourrait être aussi
s'interfacer avec un géoserveur qui est sur le réseau local. C'est pas nécessairement avec une connexion Internet. Voilà. Donc il y a différents types de serveurs. On retrouve un petit peu ce qu'on avait déjà vu, c'est-à-dire OpenStreetMap, WMS, WMTS, images statiques. Voilà, donc l'idée c'est d'utiliser le bon protocole et en fin de compte, il y a plusieurs critères à prendre en compte entre la simplicité, la flexibilité, les performances et puis aussi la gestion des mises à jour. Voilà. On voit que par exemple si on utilise OpenStreetMap, donc c'est en ligne, les cartes elles sont gratuites, en tout cas la carte routière par défaut est gratuite. Les autres cartes, eh bien, il y a une licence, il faut créer un compte, etc. C'est très simple, c'est performant parce que donc les tuiles elles sont déjà prêtes à être utilisées. La flexibilité, bah, c'est les tuiles qui sont déjà prêtes, donc c'est pas très flexible. Et puis bah, la mise à jour est faite par le serveur OpenStreetMap. Voilà. XYZ, c'est simple et performant. C'est pas très flexible non plus. Les cartes, elles sont déjà faites. Contrairement à WMS, par exemple. Donc ça, c'est plus flexible parce que dans l'URL qu'on va chercher, on va pouvoir donner des informations et c'est le serveur qui va créer la tuile pour nos besoins. Donc c'est un peu moins performant parce que l'image est générée par le serveur. C'est peut-être un peu plus complexe à utiliser et puis bah, les mises à jour, c'est toujours en fonction du serveur. Voilà. WMTS, c'est performant parce que les images sont déjà générées. Donc c'est pas très flexible, mais bon, ça peut être largement suffisant. Et puis bah, l'image statique, comme on l'a vu avec les bateaux, bah, ça fonctionne très bien aussi hors ligne. Voilà, c'est très simple, c'est performant. Par contre, bah, par exemple, pour mettre à jour la carte, il faut mettre à jour l'image. Voilà, donc je rappelle juste, voilà, je dirais ces critères à prendre en compte. Est-ce qu'on utilise des services en ligne ou hors ligne? Voilà, et puis après, en fonction de la disponibilité et des cartes que vous souhaitez utiliser, bah, faudra faire des choix. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Christophe. Alors attendez, merci beaucoup Christophe. Avant la deuxième démonstration, on va justement vous solliciter à nouveau. Eh bien, grand suspense pour la première démonstration avec l'élément erroné. J'ai trouvé ce que j'avais oublié de faire. Hop, donc normalement, vous devez revoir à présent mon écran. Donc ce n'était pas un problème d'image, hein, c'était tout simplement un problème de paramétrage ici. Je n'avais pas défini la priorité 1 sur ceci-là, donc en dehors de la priorité 0, je n'avais pas de mise en forme particulière. Voilà qui est corrigé, le suspense est levé. Voilà. Ça vous permettra de dormir ce soir, j'en suis sûr. Deuxième partie de la démo. Un ensemble d'illustrations complètes d'interaction avec un contrôle de GeoSCADA. Donc, comme vous l'ont présenté Charles et Christophe tout à l'heure, vous avez plusieurs possibilités, un compromis à faire entre la flexibilité, la disponibilité, la pérennité, les performances, la richesse, etc. Dans le contrôle GeoSCADA de Panorama, vous avez la possibilité d'afficher plusieurs couches et plusieurs cartes de base. Donc là, on a une collection de services en ligne. Pour l'instant, ceux-là sont disponibles et gratuits. Peut-être qu'avec le temps, cela peut évoluer. Donc on l'a vu tout à l'heure, les systèmes de cartographie tout simples d'OpenStreetMap, pour le coup, les plutôt pérennes. Mais si vous n'êtes pas identifié, ce n'est pas un API key pour vous identifier lorsque vous faites les requêtes au serveur, ben vous n'avez pas forcément accès aux autres cartographies de OpenStreetMap. Donc la couche des transports en commun, les pistes cyclables, etc. On a trouvé d'autres sources disponibles sur Internet qui permettraient par exemple de faire des mises en forme pour pouvoir faire des captures d'écran, des exports, des associations avec des sources d'informations tierces fournies par le système cartographique, donc par exemple Google Earth, Google Maps. Je ne l'ai pas montré, mais bien sûr on peut aussi avoir plusieurs contrôles de GeoSCADA dans la même vue panorama avec des paramètres différents.
On l'a dans la démo, je ne sais pas s'il y a une réelle utilité à ça, mais vous pouvez avoir différents éléments par rapport à ça. On va avoir plein de sources de données. Voilà. Donc là, c'est pour plutôt afficher des cartes de fond, mais on peut avoir des surcouches, donc des éléments qui ont une couche transparente, comme on l'a vu tout à l'heure avec les précipitations. On peut le voir ici à nouveau, si je ne me suis pas trop trompé. Voilà, on va voir la dernière en date. On peut avoir la couverture nuageuse. On peut par exemple avoir des services météo sur la température de l'air, mais on peut avoir d'autres services comme le trafic routier, les embouteillages. Donc là, c'est un service de Google. Et on peut avoir d'autres choses qui ne viennent pas forcément d'un service en ligne, mais qui viennent d'autres couches autres que des tuiles. On va avoir par exemple des choses que j'ai trouvées sur Internet, donc ici en interaction ici ou en interaction là, qui est le tracé, donc sous forme vectorisée, sous forme GeoJSON pour le format de données, qui permet d'afficher en surimpression une couche avec par exemple les tracés de métro, de RER, des trains d'Île-de-France et des tramways, que l'on peut associer par exemple au trafic par exemple. On peut avoir aussi des mises en forme et des couleurs qui peuvent être persistantes ou se mélanger, et là on va donner une certaine transparence aux différentes couches pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité des informations. J'ai toujours mes petits marqueurs liés à mes différents sites que j'avais présentés tout à l'heure, mais j'ai aussi la fonctionnalité KML, la petite propriété de données supplémentaires qui est renseignée, qui me permet d'afficher une surface, l'emprise au sol en général des bâtiments liés à ce marqueur. L'interaction sur le marqueur est la même que sur la surface associée, et j'ai donc dessiné via un service OpenStreetMap qui me permet de redessiner les contours par-dessus la cartographie et d'exporter ce système en KML. J'ai pas forcément de limitation particulière. J'ai d'ailleurs fait quelque chose de particulièrement affreux et horrible sur ma cartographie, avec un marqueur et toute une somme de mises en forme différentes pour ce marqueur-là, et une forme KML, une forme géométrique complètement décorrélée de sa position, on peut vraiment faire n'importe quoi avec, qui a la même interaction que le marqueur lui-même. Voilà, comment c'est fait en vrai dans le panorama? Eh bien, on va s'abonner à des services web. Donc on l'a ici, il me semble que c'est la vue 6. La vue 6. Ah oui, petit détail. J'ai quand même ajouté une petite action par script. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, il n'y a pas de script. Je vous propose un tout petit script très simple pour mettre en œuvre une fonctionnalité et voir un peu comment cela fonctionne dans Panorama, qui me permet de charger un ensemble de marqueurs. Donc il y en a énormément. D'un coup, je choisis de charger plusieurs centaines ou milliers de marqueurs, puisque pour chaque station, j'ai 2 marqueurs, j'ai l'arrêt dans les 2 sens. Pareil, ce sont des informations que j'ai pu trouver sur Internet en open data. En pratique, ce petit script est relativement simple, c'est pour ça que je me suis permis de le présenter. Je demande à mon control map de charger un fichier KML avec une chaîne de caractères qui représente le chemin et la couche dans laquelle je souhaite l'afficher. Et donc j'ai une couche supplémentaire qui est apparue et qui s'appelle station de métro, tout simplement. En termes de réalisation, pour avoir des informations supplémentaires sur ma cartographie, donc j'ai mes différents styles, on l'a vu tout à l'heure, et j'ai des couches supplémentaires. Donc c'est layers, donc je ne peux pas vous montrer forcément la totalité des choses, puisqu'il y a dans l'URL un API key qui risque d'apparaître, vous voyez, qui me permet de m'identifier au sein du service. Donc les services sont liés à une auto-authentification et parfois sont payants. Et je vais avoir ici par exemple souvent un système de coordonnées XYZ qui a été présenté tout à l'heure par Christophe. On a Thunder Forest qui propose des informations cartographiques, on a bien sûr les classiques de Google, on a OWM qui est un service météorologique, donc on va avoir la température, les précipitations, etc., les couches nuageuses, et bien sûr certains services OpenStreetMap pour ces cartographies. On peut déclarer bien sûr d'autres couches, qui est donc au système GeoJSON. Donc là j'ai un seul fichier GeoJSON sur lequel je vais filtrer l'import par rapport à différentes couches, et donc de pouvoir séparer le métro du RER, des trains, des trams. Et on peut bien sûr faire des regroupements, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas très compliqué aussi à mettre en place. Voilà, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat ou dans les questions-réponses, et on les traite à la fin du web séminaire si vous le souhaitez. Merci.
Eh bien, merci beaucoup Julien pour cette présentation. Donc je vais vous repartager mon écran ici. Alors peut-être vous m'entendez bien là. Voilà. Alors j'espère que les fonctionnalités correspondent à vos besoins. Là encore, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Après la partie fonctionnelle et technique, il est temps de voir à quoi ressemblent les modules GeoSCADA sur le terrain. Donc on va vous présenter rapidement des modules GeoSCADA issus de deux de nos clients. Le premier, dans le domaine de gestion des énergies renouvelables, c'est l'hyperviseur de Canet-Jean, donc qui a été conçu par Eiffage Energy System, donc Eiffage qui est à la fois intégrateur et exploitant des centrales énergétiques. Donc ils ont réparti ça en trois catégories: cogénération, photovoltaïque et hydroélectricité. Donc les enjeux qu'avait Eiffage pour cet hyperviseur, c'était tout d'abord gérer le très grand nombre de sites et a fortiori de techniciens et d'équipes de maintenance liés à ces sites. Ensuite, c'était aussi grâce à la cartographie, de mieux connaître la situation globale à l'instant T. Et lié à ça, d'optimiser la maintenance avec la cartographie. Donc, on va vous présenter quelques synoptiques anonymisés. Tout d'abord, une vue de leur superviseur. Donc, c'est un projet qui est très abouti. On peut voir en fait plusieurs écrans réunis sur un écran panoramique. On va avoir toutes les informations importantes qui sont disponibles. Il y a eu sur cette application un très gros travail de design utilisateur. Donc, premier sous-cas, la supervision de la production. Donc, vous voyez en bas à gauche une cartographie des données des différents sites de production. Avec un simple clic, on a une information sur un site en particulier et en haut à droite, on va voir les informations, donc les couleurs avec l'état des sites et certains critères comme par exemple la tangente phi. Deuxième sous-cas, la gestion des techniciens. Là, on va avoir une vue globale détaillant l'ensemble des techniciens répartis sur le territoire d'exploitation. Dans le détail des vues, on aura donc une liste de techniciens, la géolocalisation des techniciens et la fiche d'identité. Donc, c'est lié au processus opérationnel de l'hyperviseur. Les équipes au sein de l'hyperviseur reçoivent une demande d'intervention par mail ou par téléphone. Ils vérifient par rapport à la localisation de l'intervention. Est-ce que le technicien le plus proche, quel est le technicien le plus proche sur le site de production? Et dernière étape, ils regardent le planning de ce technicien directement dans leur hyperviseur pour savoir s'il peut, quand ce technicien peut intervenir sur l'intervention reçue. Donc voilà pour de la gestion d'énergie avec l'hyperviseur de Canet-Jean. On vous présente un deuxième cas qui est le cas de la CRAM dans la gestion technique des bâtiments. La CRAM, c'est un acteur historique de la transition énergétique, donc créé en 1958 au Havre. Ce que fait la CRAM, c'est de la gestion intelligente des GTB, des GTC et GTE pour des entreprises clientes. Donc, qui dit portefeuille client, dit de très nombreuses applications de supervision qui sont installées. Et là, les contextes, les objectifs ressemblaient un petit peu à l'hyperviseur de Canet-Jean. Tout d'abord, piloter des installations sur un territoire qui va être très, très vaste, principalement entre l'Île-de-France, la Normandie et la Picardie. Une problématique de scalabilité, il faut intégrer régulièrement de nouveaux sites et de nouvelles équipes. Donc, la CRAM est un client historique de Codra. On va installer d'ici quelques années plus de 1000 supervisions avec eux. Donc il faut que le module GeoSCADA suive et tout simplement l'objectif de mieux gérer les sites au moyen de la cartographie. Là encore, des synoptiques anonymisés, deux niveaux de vue. Le premier, on va avoir le regroupement des installations par zone. Dans le bandeau rouge, donc là qui est anonymisé, il décrit tout simplement la localisation du service. Et si on clique dessus, on va pouvoir avoir accès à une supervision un petit peu plus rapprochée. Donc ici, vous le voyez par exemple, là on a la visualisation d'un centre avec les différentes chaufferies réparties dans la ville de Paris. Les marqueurs indiquent donc avec une couleur qui permet de connaître l'état du site. C'est cliquable, donc si vous cliquez dessus, on va avoir accès directement au synoptique de la chaufferie. Et sur le côté, là on ne le voit pas forcément, un avisage des installations en arborescence avec barre de recherche pour effectivement préciser ces recherches et plus facilement trouver certaines chaufferies.
Donc ça permet tout simplement pour les opérateurs de mieux gérer le très grand nombre de sites, de voir instantanément l'état général des chaufferies. En quelques clics, 3 clics, on peut avoir accès aux informations clés. Et surtout, la cartographie, ça améliore l'utilisabilité de la supervision pour les équipes de maintenance et ça permet de tout simplement une meilleure conduite du changement. Des opérateurs qui utilisent la cartographie, ils sont plus à l'aise avec ça, on peut plus facilement intégrer la chaufferie dans les processus de tous les jours. Voilà pour les principaux usages qu'on souhaitait vous présenter sur ces 2 cas. Donc n'hésitez pas à nous faire part de potentiels autres usages que vous imaginez pour le GeoSCADA. On est capable de développer des modules très spécifiques, on l'a déjà fait et on le refera. Donc n'hésitez pas à nous en parler dans le chat. On arrive au terme de notre présentation. On va passer à une petite conclusion avec un récapitulatif du module GeoSCADA dans notre plateforme de Panorama E2. Premièrement, ce qu'on souhaitait vous rappeler, c'est que ce module est intégré au sein du produit. Pas de nouveau module à acquérir, à déployer, à connaître, pas d'option à activer, tout est dedans. Ensuite, comme vous avez pu le voir dans les différentes démonstrations, ce module est flexible, on va pouvoir intégrer, utiliser différents types de protocoles, de couches, de données. Ça va permettre d'avoir un module GeoSCADA sur mesure, donc avec une configuration très poussée, donc entièrement configurable. C'est facile d'utilisation, vous avez pu voir la mise en œuvre sans script, on peut faire ça en quelques minutes. Et après, vous avez pu voir sur les images, l'exploitation est assez simple et on va de même pour la maintenance. Et c'est un outil aussi qui est scalable. Vous avez pu le voir dans les exemples, on a des affichages de plusieurs milliers de marqueurs et de superposer de multiples couches, modulo bien sûr. La lisibilité de la cartographie. Merci beaucoup. Merci à tous.